Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à la Cinémathèque Suisse pour cette soirée double événement, puisque d'une part, c'est l'avant-première suisse de Quiridorio, le nouveau film de Mario Martone, mais qui, comme il produit très vite, il a présenté encore un nouveau, avec beaucoup de succès d'ailleurs, mais sans prix malheureusement à Cannes, Nostalgia. On aura l'occasion probablement de vous le présenter ici même dans un peu de temps quand même. Mais toujours est-il que le deuxième événement, c'est évidemment la présence ce soir de Renato Berta, qui a signé l'image de ce film magnifique et auquel nous consacrons une rétrospective longtemps souhaitée, longtemps désirée et compliquée à organiser, dans la mesure où voilà, il a fait beaucoup de films en tant que directeur de la photographie ou chef opérateur, je ne sais pas comment on doit dire, on me dira après, mais aussi parce qu'il collabore aussi régulièrement à des restaurations. Si vous avez vu le documentaire de Paul Lacoste en début de ce cycle, vous le savez probablement, à des étalonnages, à suivre des restaurations, des films qu'il a réalisés il y a plusieurs années et qui aujourd'hui redeviennent des films importants grâce à leur numérisation de ce cinéma qu'on appelle du patrimoine. Alors, j'ai l'honneur d'accueillir ici à côté de moi quelqu'un qu'on ne peut pas considérer comme étant du patrimoine parce qu'il travaille tout le temps, ou bien je peux quand même dire que tu fais partie du patrimoine. Bien sûr. Renato Berta. Ci hai fatto venire il campione, eh? Hai visto? Merci. Tu restes comme tu veux, hein. Tu préfères rester debout, oui. Ah, voilà, c'est comme tu veux. Ah, voilà, ça va comme ça? Ça te va comme ça? Mais très bien, oui, je vous en prie. Alors, on ne va pas discuter très longtemps parce qu'on a convenu avec Renato que vous allez voir le film et qu'ensuite on revient pour dialoguer avec vous jusqu'à, il m'a dit, 3 heures du matin, donc préparez-vous moralement. Voilà. Et il y a quelques amis dans la salle, donc je pense que ça va finir à 3 heures du matin. Oui, ça va finir à 3 heures du matin, ça risque. C'est vrai, c'est un risque. Voilà, donc, mais peut-être pour commencer, juste par une question, évidemment aussi en lien avec le film, tu as commencé à travailler dans le cinéma en étudiant au Centro Sperimentale della Cinematografia à Rome, hein, l'école de cinéma prestigieuse, au mi-temps des années 60. Et tu as énormément travaillé en Suisse d'abord, puis en France. Et tout d'un coup, dans ta carrière, il y a comme un moment, en 2010 pour être très précis, une sorte d'inflexion où tu retournes en Italie pour travailler avec Mario Martone, pour lequel tu as fait 3 films, en commençant par Noi Credevamo, qui est un film sur le Risorgimento, sur l'unité de l'Italie, un film historique fascinant. Comment ça se passe au fond, ce retour comme ça vers l'Italie et vers tes racines quand même tessinoises et donc italophones? Oh là là, j'ai toujours eu un rapport avec l'Italie. N'oublie pas que j'ai quand même tourné pas mal de films grâce à Jean-Marie et Daniel. En Italie. En Italie, j'ai tourné quand même pas mal. Mais c'est vrai que j'avais jamais tourné de long métrage. Et le premier film non, j'avais déjà fait un film. Mais disons que c'est le deuxième film que j'ai fait en Italie, du début à la fin, quoi, un vrai film italien, quoi. Et rien, Mario Martone, il a vu des films que j'avais fait. Non, il était venu me voir quand on tournait le film de Manuel d'Oliveira, A Palavra Utopia. On a tourné des séquences à Rome, il est venu me voir sur le tournage, et c'est là qu'il m'a dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire un film avec moi? Oui, non, parlons-en et tout. Et bref, voilà, c'est un rapport qui est né comme ça, quoi, grâce à Manuel d'Oliveira, que tu as oublié de citer. D'ailleurs, j'ai pas oublié. Attends, j'avais pas encore cité. J'ai cité off the record, mais là devant j'ai cité personne. Oui. Donc, non, d'ailleurs, j'ai pas pu faire le dernier film là qui est passé à Cannes parce que j'étais au Japon. Pour tourner un film que finalement il ne s'est pas tourné. Voilà, une vraie tragédie pour moi en tout cas, et donc ça arrive, n'est-ce pas? Connerie. J'ai pas pu le tourner, donc je regrette beaucoup, parce que c'était un scénario qui me plaisait,
qui était... Enfin bref, je n'étais pas libre, quoi. Ça arrive, ça c'est vraiment grave. Voilà, qu'est-ce qu'il faut que je te Alors, raconte il faut que tu dises quand même quelques mots de Quiridoio, parce que... Oui, alors Quiridoio, c'était... Donc il m'a envoyé le scénario. Bon, comme ça m'arrive souvent, je lis le scénario, et puis la première question qui me passe dans la tête quand je rencontre des réalisateurs, je dis, bon, mais qu'est-ce que tu veux en faire de ce scénario? Parce qu'un scénario, c'est intéressant. Peut-être on peut en parler tout à l'heure des scénarios, mais c'est vrai que c'est pas tout, quoi. Et Mario, il me dit, écoute, voilà, c'est un film, j'ai des problèmes par rapport à ce film, j'ai des problèmes de financement, il faudrait que tu me donnes un coup de main sérieux pour que le film se fasse. Mais je dis, oui, d'accord, très bien. On pourra se parler, oui. Bon, mais c'est parfait, très bien. Et du coup, on a commencé à travailler un peu ensemble, on a fait des repérages et on a vu un peu les difficultés, à quel type de difficultés on se confrontait. Et voilà, si tu veux, on est avancé d'une façon très, très pragmatique. Et surtout, là, qui a été en tout cas intéressant pour moi, c'est d'avoir un réalisateur qui est à l'écoute de ce que je dis, qu'il n'avait pas l'impression que je le violais. Enfin, c'était pas la nouvelle vague. Moi, je suis un créateur, les techniciens, c'est tous des ennemis. Donc c'était intéressant, d'autant plus qu'il y avait le producteur tout le temps avec nous. Et donc, si tu veux, on a trouvé un équilibre de cohérence propre de chaque film qui me paraissait quand même assez intéressant, quoi, je dis. Et en plus, ce qui était à la fois passionnant en voyant le film pour parler de ton image et de ton travail, c'est que c'est un film, entre guillemets, d'intérieur. Dans le sens où c'est un film qui travaille sur le théâtre, qui réfléchit évidemment sur une grande figure du théâtre napolitain, Eduardo Scarpetta, et qui est tourné quasi exclusivement en intérieur. Il y a très peu de choses, voire même pas du tout de choses à l'extérieur, et donc ce rapport à l'intérieur, quelle approche tu as eue avec lui qui vient à la fois du théâtre et du cinéma? Puisque c'est, précisons-le quand même pour ceux qui ne le sauraient pas, Mario Martone est aussi un grand metteur en scène de théâtre. Oui, d'opéra. Et d'opéra. Beaucoup. Ouf là là, je ne sais pas très bien quoi dire. C'est-à-dire que quand tu lis un scénario, tu vois, je ne compte pas les pages qu'on tourne en intérieur, en extérieur et tout ça. Je sais grosso modo que, en tout cas, c'est organisé comme ça, le tournage a été partagé en deux. Grosso modo, tous les... Enfin, pas vraiment tous les intérieurs, une grande partie des intérieurs tournés à Rome, hein, malgré dans le décor c'est Naples, et les extérieurs Naples. Et alors, entre les intérieurs et les extérieurs, Covid. Au millimètre près, j'ai quitté Rome, c'était désert, il n'y avait absolument pas un chat. J'étais seul dans l'avion et le jour après, ils ont fermé l'aéroport. Voilà. Covid, et hop, on a continué à Naples. Après le Covid. Donc, les Naples, il y a quand même quelques extérieurs, je dis, sur les terrasses, avec les chevaux, enfin bref, vous verrez le film. Non, par contre, j'aimerais quand même dire une chose, si c'est possible. Regardez bien les séances du théâtre, et je peux vous raconter comment on a tourné les séquences dans le théâtre, avec le public, et en combien de temps on a tourné surtout. Voilà. Oui, on revient après. Tu veux rajouter quelque chose sur Martone? Non. Oh tu voulais dire tout à l'heure juste le rapport à l'histoire, le rapport à l'apprendre. Oui, c'est peut-être, oui, juste, non, mais bien sûr, oui, bien sûr. C'est vrai que Mario Martone, c'est quand même un réalisateur comment dire, il n'attaque pas des films qui ne connaît pas bien le sujet. Donc, c'est vrai que le film qu'on a fait, le premier que j'ai fait avec lui, donc sur l'Union d'Italie, le Garibaldi, comment Garibaldi est traité dans le sud et au nord de l'Italie, en fait, toutes des choses que, effectivement, je ne connaissais pas très bien. Et c'est le genre de film qu'à la fin du film, tu sors un peu moins stupide, quoi, je dis, où tu as appris d'autres choses. Et ça, c'est quand même important, ça. En tout cas, pour moi, c'était quand même important. Sur l'histoire d'Italie. Et c'est un film que moi je trouve intéressant. Hein, bon, à part que la version... Enfin, j'ai vu la version longue, qui est beaucoup plus intéressante que la version courte, et que je la trouve plus courte que la longue, que la courte. Plus longue que la courte. Voilà, c'est ça. Parce que la version courte est un peu comme ça, du premier film que j'ai tourné avec lui. Enfin, bref. On revient tout à l'heure. Oui. Et préparez vos questions aussi pour tout à l'heure. Merci et un saluto a Renato Berta. Sì.
oui, ça fonctionne. Oui. Bon, tu parles en napolitain, toi? Non, non, désolé. Non, quand même pas. Quand même pas. Après, ben voilà, le film consacré à Scarpetta. Revenons à Renato en parlant d'abord du film. Là, il marche, je crois. Hein, c'est bon. Oui, Ouais, c'est bon. je crois, oui. Le tien. Et je vais te reposer la question que tu m'as demandé de te poser tout à l'heure. Parce que tu m'as dit tout à l'heure, il faut que je te pose la question sur le théâtre. Ah non, pour non, les non, gens. J'avais évoqué le fait de regarder bien les scènes du théâtre. C'est ça, exactement. Sur tous les plans larges. Voilà, donc raconte. Non, non, là c'était un moment que je me suis partagé très fort avec Mario. Parce que les producteurs, ils disaient, bon ben voilà, vous pouvez avoir un maximum de 200 figurants sur 3 jours. Et Mario voulait avoir vraiment des plans, enfin Mario, moi j'étais d'accord avec lui, des plans derrière la scène, mais avec tout le théâtre plein. Combien de gens il y a dans le théâtre plein? 500 personnes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je dis, si on tourne en 3 jours, on ne peut pas partager les images en 2. Enfin, il y a eu mais peut-être en numérique, on peut ajouter. Mais je dis, non, ça ne marche jamais, on oublie. Et comment on fait? Et finalement, on s'était dit, mais écoute, si on tourne tout, on a proposé aux producteurs, si on a 500 figurants, mais un jour. Mais je dis, mais qu'est-ce que vous voulez faire un jour avec 500 figurants? Déjà, pour gérer 500 figurants, je dis, non, mais attends, peut-être on peut faire quelque chose. Bref, finalement, on a parlé beaucoup avec Mario, on a décidé de tourner, il y a plusieurs scènes avec le théâtre plein, en particulier là où il y a la grande bagarre. J'ai dit, écoute, si on prépare bien et qu'on a 5 caméras, à mon avis, on peut y arriver. Mais il fallait faire des éclairages tels qu'on pouvait filmer dans tous les axes d'une part, et deuxièmement, que les caméras ne se filment pas entre elles, quoi. Et donc finalement, on a trouvé une solution qui est celle qui résout le montage, et j'ai dit, Mario, si tu es d'accord, mais on aura le temps de se dire bonjour le matin, et pas plus, parce qu'on n'aura pas le temps, c'est un train qui part, si, mais on a bien répété le jour avant, surtout la partie avec les comédiens, quand ils protestent et tout ça, et hop, après il y a eu les figurants, on a rempli le théâtre, et on est parti, et on a réussi. Je trouve que comment dire, du raisonnement par rapport à la production, il était juste et cohérent au film. En tout cas, Mario était très content, mais il faut dire que les producteurs, ils n'y croyaient pas beaucoup, hein. Ils n'étaient pas d'un enthousiasme béat. Mais enfin, Paris gagné, quoi, je trouve. Mais justement, on parle beaucoup de ton rapport avec les réalisateurs, on va y revenir, c'est une longue histoire de relation avec des cinéastes, mais finalement, quand on parle avec toi, le producteur est toujours important, il y a toujours quand même quelque part le producteur qui intervient, et quel rapport tu as justement avec ce producteur qui au fond détermine des temps de tournage, qui détermine la manière dont on est payé, la manière dont on fonctionne? Oui, c'est-à-dire que tu as une vision des producteurs un peu idyllique, malheureusement. Non, mais déjà aujourd'hui, on confond produire et financer. Hein? C'est-à-dire que les films, ils peuvent être financés, et souvent les gens qui financent les films, ils se disent producteurs. Mais producteur, tu es là tous les jours, tu es sur les barricades, tu vois, déjà ça, qui est un malinteso colossale. Voilà. Malentendu colossal, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et rien, je considère qu'un film, oui, c'est peut-être un peu... Non, ce n'est pas la démagogie en tout cas. Je considère qu'un film, il se fait à plusieurs personnes. Évidemment, le rôle du metteur en scène, il est quand même essentiel, mais c'est vrai que tu peux contribuer. Moi, dans mon cas, je suis plutôt premier violon, tu vois ce que je veux dire, mais le rôle que je peux jouer, il est quand même important, à condition que tu puisses dialoguer avec les producteurs. Mais étant donné que les producteurs sur le plateau, on les voit de moins en moins, alors c'est qui? C'est beaucoup les réalisateurs. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis souvent très bien entendu avec des réalisateurs qui sont aussi producteurs.
hein, mais qui va de certains gros films à gros budget, mais jusqu'à Eric Rohmer ou les Straub, que les producteurs, ils étaient eux-mêmes, quoi, ils étaient là tous les jours. Et là, je suis d'accord avec Godard quand il dit la qualité d'un producteur, c'est pas comme il finance les films, mais comme il dépense l'argent. Voilà, il faut savoir de le dépenser intelligemment. Ça, de producteurs comme ça, je m'interroge, quoi. Tu dis que tu veux dire que tu en rencontres moins ou plus ou pas? Moins, je dirais. Moins. Enfin, des gens qui sont là, avec lesquels tu partages vraiment Je trouve que c'est une chose difficile, c'est une phase, en tout cas, qui m'intéresse, enfin, ça m'intéressait de plus en plus, cette phase de trouver la cohérence propre de chaque film, c'est-à-dire qu'il y a à ta disposition une certaine quantité d'énergie, des gens, des comédiens, une équipe technique, évidemment l'argent aussi, et il s'agit de trouver des équilibres avec toutes ces énergies. Et ça, c'est une phase que, bien évidemment, tu fais ça avant, mais c'est une phase qui est vraiment une phase excitante et vraiment intéressante. Là, disons que on avait ici en Suisse, on a eu la chance de travailler beaucoup comme ça, parce que c'est vrai que les premiers films avec Alain Tanner, c'était un peu comme ça, interlocuteurs, producteurs et réalisateurs, voilà, on prenait des options ensemble. Mais ça m'est resté un peu, je veux dire, avec Eric Rohmer, quand on a tourné Les Nuits de la pleine lune, c'était ça, très simplement. Mais les films d'Amos Gitaï, c'était ça. Beaucoup de réalisateurs, je me suis partagé ces moments, mais qui sont toujours des moments en amont. C'est pas le tournage en soi. Tu vois, c'est des choix que tu opères avant, quoi, je dis. Mais justement, tu parles de l'avant et tu as évoqué tout à l'heure une autre... Enfin, tu m'as tendu une autre perche que je ne peux pas te tendre de nouveau, c'est celle du scénario. Tu as dit il faut parler du scénario et de l'importance qu'a le scénario dans ton rapport au travail. Oui, dans la mesure où on peut généraliser, le scénario, c'est un document qui sert à fabriquer le film. Hein? L'origine, c'est ça, si je ne me trompe pas. Bon, aujourd'hui, les scénarios, ils servent à financer les films. C'est-à-dire qu'ils sont écrits, surtout ces derniers 20 ans, ils se sont transformés. C'est-à-dire tu donnes une forme le plus littéraire possible, telle que des gens des commissions ils puissent bien comprendre ce que tu veux faire. Donc c'est une espèce de document boiteux qui est entre deux choses, tu vois ce que je veux dire, et ça ressemble un peu quand les architectes ils font les plans d'une maison, pas facile à lire, tu vois pas très bien la maison. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils te font une petite aquarelle à côté, en tridimension, tu vois à peu près la maison. Voilà, les scénarios c'est ça, mais c'est pas du tout technique, tu vois ce que je veux dire. Un scénario, comme disait bien Antonioni, il a bien défini ça, il disait que c'est un document à lire très molto fastidioso. Très ennuyeux, pour le dire poliment. Plus qu'ennuyeux. Bon, relativement compliqué à lire, tu vois ce que je veux dire, et à comprendre, tu vois. Donc déjà, là, la différence fondamentale. Et puis, bon, ça m'arrive quand même, enfin, ça m'est arrivé souvent de lire des scénarios, surtout quand tu rencontres le metteur en scène pour la première fois. Ben oui, maintenant, explique-moi qu'est-ce que vous voulez en faire de ce scénario. Je dis parce que c'est vraiment pas tout, quoi. Je dis, j'ai vu trop de films massacrés par un plan de travail imbécile ou trop serré, enfin bref, mal fait, un déséquilibre entre les intentions, les moyens, et ça c'est un vrai drame. La disparition de certaines professions sérieuses, que maintenant, il y en a de moins en moins, quoi, je dis. Bref. Si, il y a des... Tu me regardes d'une drôle de façon. Il y a certains métiers dans le cinéma qui sont en train de disparaître. Tu vois, je dis, déjà, techniquement, on s'aperçoit que avoir des interlocuteurs... Là, je viens de terminer un film qu'on a tourné en pellicule. C'est un travail de fou, tourner en pellicule. Il faut être fou maintenant, tu vois. Je dis, parce que tu n'as plus d'interlocuteurs, tu ne sais plus, c'est développé... Enfin, rentrons pas trop dans des problèmes techniques, mais tu ne sais plus comment ils sont développés. Je dis, mais là... Ah oui, je sais pas, moi, tu sais, moi je mets la pellicule, j'appuie sur un bouton et ça se développe. Ah bon, d'accord, très bien.
tu peux plus parler, tu peux plus suivre une qualité. Et le développement des pellicules, c'était pas simple. Hein, je dis, voilà, maintenant je t'en cite un, mais il y en a aussi des producteurs qui comprennent exactement un metteur en scène. Il n'y en a pas beaucoup. Mais je dis, mais ça, l'histoire du cinéma, elle est truffée de ces exemples. Je dis, de Chaplin, voilà, caricature, c'est vraiment lui, quoi. Je dis qu'à un certain moment, il a dit, non, maintenant, c'est moi qui produis mes films. Et voilà. Mais c'est vrai aussi que enfin, aujourd'hui, des vrais interlocuteurs, des vrais producteurs de ce style-là, ça n'existe plus. Enfin, moi, je ne connais pas. Vous connaissez, vous? Je ne sais pas, il y a des cinéastes dans la salle, peut-être. On va passer le micro, on verra peut-être que quelqu'un s'annonce. Mais justement, alors, quelle est la part, je dirais, de malléabilité ou de perméabilité de Renato Berta quand il rencontre un cinéaste, enfin, qui lit un scénario, qui rencontre un cinéaste dans justement l'adaptation de ta créativité avec les moyens, parce que c'est quand même une équation toujours relativement complexe. Là, on a quand même l'impression, quand on voit Querido, que c'est quand même un film avec certains moyens, mais peut-être que c'est pas le cas, mais vous devez quand même composer avec des réalités complexes, etc. Attends, c'est pas la quantité des moyens qui fait des bons films. Hein, ça, on est d'accord. Voilà, pas nécessairement. Je dis, mais bon, mais si tu veux faire un film comme ça, oui, je sais que tu tombes dans un système de fabrication, parce que c'est vrai qu'il y a eu des jours qu'on était 120 personnes sur ce film-là. 120. Tu vois, je dis, c'est pas. Donc derrière la caméra, sans compter les 500 figurants que tu avais mis devant. Ah, non, parce que les 500, il faut les ajouter, genre, surtout quand on tournait avec les 500 figurants. Donc c'est quand même des machines qui doivent fonctionner. Mais je considère que dans l'ensemble, évidemment, c'est cher. Ben oui, c'est cher. Mais c'était pas aussi différent pour moi que les Nuits de la pleine lune, où l'équipe technique, on était 6. On était 3 à la caméra, 2 au son, une maquilleuse, et il y avait Eric 7, et des fois 3 comédiens, 9. Voilà. Et le film se tournait comme ça. Mais pour moi, évidemment, les moyens qu'on avait, ils étaient conformes à une demande, à une discussion qu'on a eue avec Eric. Il me disait sans arrêt, oh là là, je ne vais jamais vous demander ce que je veux. Enfin, c'était un vocabulaire que pour lui, il n'existait pas. Il dit, voilà ce que je cherche. Voilà. Et ce qui me paraît quand même assez important, ça. Puis d'ailleurs, on ne sait pas toujours ce qu'on trouve. Mais il faut accepter la différence. Et la différence entre un metteur en scène et un autre, on n'a pas le même discours avec tous les metteurs en scène. Et cette différence, il faut comprendre, même si tu n'es pas d'accord. Ça peut arriver aussi de ne pas être d'accord sur la différence, de dire, bon, ben voilà, ça c'est un choix, ou d'accord, ou pas important. Quand un metteur en scène dit, voilà, ça, j'aimerais que ce mur il soit peint en rouge, je dis, oui, d'accord, très bien, voilà, fin de discussion. Mais s'il me demande, est-ce que tu penses qu'on peut le peindre en rouge, alors, ok, alors là, on commence à discuter. Tu vois, je dis, donc, il n'y a pas... moi, j'ai eu la chance de travailler avec des gens tellement différents. Tu vois, je dis, c'est vrai qu'avec Manuel d'Oliveira, on parlait de certaines choses. Ce n'est pas les mêmes qu'on parlait avec Alain René. Avec les deux, j'ai eu des rapports merveilleux, mais ils étaient dans 2 mondes complètement différents, quoi. Donc, il faut être un peu... Mais, comment dire? Ce n'est pas une question de s'adapter. Il faut jouer cartes sur table et être honnête, quoi, je dis. C'est pas le style, non, t'en fais pas, j'y pense, moi, non, oulala, jamais. Mais tout au début de ta carrière, si ma mémoire est bonne, enfin si mes informations sont bonnes, ton premier long métrage en tant que chef opérateur, en tant que directeur de la photo, c'est Charles Moreau-Vif? Non. Avec Alain? Ah non? Non, c'était long métrage, c'était Vif la mort.
Ah oui, c'est vrai. Ah oui, tourné avant. Sorti les deux la même année. Bon, Voilà, voilà, deux morts dans la désolé, même je me année. suis fait avoir. Oui. Pardon, Et puis, c'est vrai. on C'est est vite. parti avec cas d'entre elles, c'était une partie de long métrage. Avec Une partie, lesquelles- c'est vrai. Voilà. Non, tu as fait une partie, oui, c'est vrai. Oui, bon sang. On devrait le savoir parce qu'on les a tous restaurés, en l'occurrence, mais dans le désordre. Mais justement, qui sont des films faits avec relativement peu de moyens, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, t'as pas cette sensation-là? Mais non, peu de moyens, c'était le moyen juste. C'est un peu. J'ai jamais vécu ça, moi. Ça, vraiment, j'ai eu une chance, c'est-à-dire que je n'ai jamais vécu des films avec peu de moyens. Je dis les moyens qu'ils ont le film, quoi. Et après, évidemment, si on te demande de faire des plans sous la mer avec une caméra en 16 mm comme ça, qui n'est pas prévu pour, ben oui, tu ne peux pas les faire. Mais bon, on a les moyens, on les a pas. Ben voilà, hop, là, de nouveau, ce que je disais tout à l'heure, il faut savoir où on met les pieds, en tout cas, si on va vers le froid ou vers le chaud, tu vois, s'il faut prendre des skis ou pas. Enfin, minimum de renseignements de ce style-là. Et après, il y a toujours une partie qui est mystérieuse, mais j'ai jamais eu. Moi, ouais, non, là, on rentre trop dans des détails, mais j'ai jamais eu de problème de matériel, de quantité de matériel. Ben oui, il faut le matériel qu'il faut. Alors, c'est clair que quand on tournait Smoking, No Smoking, on avait des quantités de lumière gigantesques, mais gigantesques. 3 plateaux, tous équipés. Il y avait au moins 900 kW par plateau. Je ne sais pas si tu vois combien c'est, 900 kW, c'est beaucoup en quantité de lumière. Mais ce n'est pas ça qui change quoi que ce soit c'est en tout cas jamais les moyens techniques qui font qu'un bon film se fait, quoi. Je dis non, jamais. Je vais te poser une dernière question de ma part, après on va ouvrir le public. Je vous en prie. C'est une curiosité. On a parlé tout à l'heure de ton retour en Italie, entre guillemets retour, mais enfin c'est le fait d'avoir tourné avec Martone et aussi avec Fra Martino pour Il Buco, qui est sorti il y a peu dans les salles de Suisse romande. Mais comment s'est opéré le passage de la Suisse à la France? Parce que c'est vrai qu'il y a toute une période de plus de 10 ans où tu tournes avec Tanner, Souter, Goretta, Reusser, Edelstein, Thomas Körfer, et j'en oublie certainement. Daniel Schmitt. Daniel Schmitt, évidemment. Mais lui, il est à part, parce que lui, tu n'as jamais arrêté de tourner avec lui. Et tout d'un coup, on te voit apparaître dans le cinéma français de plus en plus, et jusqu'à tous les films que tu as fait en France. C'est les circonstances, c'est-à-dire que le premier film qui m'a amené un peu là-bas, c'était le documentaire de merde, comment ça s'appelle Mordia? Non. Non. Oui, j'avais tourné aussi 2 plans, mais ça, c'est rien. Oh, d'accord. La caméra stylo, le film sur Sartre, le documentaire sur Sartre. Comment s'appelle le réalisateur? L'Alzheimer. Caméra stylo, merde. Enfin bref, ça va venir, excusez-moi, mais de temps en temps, je perds la mémoire des noms, c'est épouvantable. Bref, et donc j'avais tourné des plans en université à Lausanne, et il était tellement content, le réalisateur, il m'a dit, alors là, il faut que continue de faire tout le film. Et du coup, j'avais fait tout le documentaire qu'on a tourné à Paris, chez Sartre, Simone de Beauvoir, etc. Et là, ça m'a déjà ouvert un peu les pistes. Et après, il y a eu le film de Chéreau. Et là, donc, Patrice était venu sur un film de Daniel Schmitt, on s'est parlé, tu n'aurais pas fait mon prochain film, ah oui, d'accord, très bien. Bref, et de plus en plus à Paris, je comprends que je dis, bon, ben attends, maintenant, je cherche un appartement ici, quoi, là, c'est devenu simplement, quoi. Et puis c'est vrai que j'ai aussi un tout petit peu l'impression d'avoir tourné un peu la page ici en Suisse, je sais pas, tu vois, je dis, c'est vrai qu'avec Alain, on se voit toujours, quoi. Je dis, c'est pas que c'était un mauvais rapport, mais... Alain Tanner, pour ceux qui n'auraient pas compris. Tanner, et puis c'est vrai aussi qu'on proposait de plus en plus de films là-bas, quoi. Je dis, voilà, de petit à petit... Et c'est vrai, quand Alain René m'a proposé le film, je n'y croyais pas, quoi. Je dis, maintenant, vous êtes sûr? Enfin bref, ou Louis Malle, quand il m'a proposé de voir les enfants, c'était d'autant plus que j'avais vécu
un canular juste 2 semaines avant que Louis me propose le film. Il y a des gens qui m'ont fait un canular, justement, qui m'ont appelé. Ils m'ont dit, ah oui, Louis Malle, il est revenu. Mais c'est vrai, ça. Il est revenu des États-Unis, il a fait un film avec toi et tout. Je me suis aperçu très vite que c'était un canular. Et 15 jours après, il y a la secrétaire qui m'appelle et qui me dit, oui, bonjour, M. Bertin, Louis Malle, vous me rencontrer. Oh là là, ça continue. et silence. Je dis, bref, là, c'était vrai, tu vois. Donc, tout ça pour te dire que ça s'est enchaîné, tu vois. Je dis, non, Louis Malle, il avait eu le film de Téchiné, voilà, que j'ai fait aussi. André, je l'avais déjà connu avant. Enfin, bref, c'est comme ça, quoi. Ça s'est fait d'une façon naturelle, disons. Voilà. Mais surtout des rencontres, des gens qui ont vu ton travail, qui t'appellent, et des rencontres amicales comme ça. Oui. Oui, des rencontres qui ne sont pas toujours amicales au départ, mais qui sont devenues, quoi. Je dis, oui, parce que c'est vrai qu'avec Alain René, on s'était vu, mais très, très, très souvent. Enfin bref, j'ai arrêté de travailler avec lui. Lui voulait bien, mais c'était le producteur qui n'a pas voulu. Oui. Je me suis engueulé avec lui, alors il a fait une croix dessus. Comme quoi, hein, on y revient, hein, quand même. Oui, avec le producteur, oui. Non, mais ça va, j'ai fait la paix. J'ouvre quand même un petit peu la... Voilà, donc il y a un micro qui circule, s'il vous plaît. Si vous avez des questions à Renato, n'hésitez pas, sur le film, sur sa carrière, sur son travail, sur les autres collaborateurs d'un film. Des remarques aussi, même amicales, on l'espère. S'il vous plaît. Là-bas, là-haut. Bonjour. Moi, j'ai une petite question parce que du coup, je suis un étudiant en cinéma à l'ECAL et je me pose beaucoup de questions en réalisation sur la collaboration avec le chef opérateur à propos du découpage. Comment est-ce que de manière générale ça se passe? Comment les discussions se font? D'où viennent les premières propositions ou autres? Voilà, un peu comme ça. Oui, vous êtes victime, comme tous les élèves des écoles, d'une formule. Tous les élèves des écoles, ils me posent cette question-là. Il n'y a pas de loi. Ce serait commode et pratique, mais il n'y en a pas. C'est-à-dire que le découpage, c'est le fruit d'un rapport qu'on a, où les réalisateurs, ils arrivent avec un découpage précis. Jean-Marie Straub, Lissouron, il a un découpage très précis, mais donc mon rôle avec lui, c'est justement de vérifier le découpage avec lui, avec la caméra, avec les objectifs, voir si ça fonctionne, puis tout à coup on s'aperçoit que ça ne fonctionne pas, alors là, hop, il y a des solutions autres qui se mettent en place, mais toujours en respectant le travail qu'il a fait en amont. Il y a des réalisateurs avec lesquels, si on parle de découpage, ils te regardent des grands yeux et qui ne savent pas par où commencer. Alors là, je peux jouer un rôle relativement important. Enfin, ça ne veut pas dire qu'avec Jean-Marie, je ne joue pas un rôle important. Disons que je occupe cet espace qui est laissé libre, mais toujours dans le dialogue, parce que c'est vrai que je pourrais dire, ah oui, t'en fais pas à la romaine, t'en fais pas, je vais m'en occuper de ton découpage. Non, c'est pas un discours que j'aime trop, quoi. L'important, une fois de plus, c'est d'installer un dialogue tel qui te permet de résoudre, c'est pas des problèmes, mais de trouver une façon pour porter le film, quoi, pour trouver les meilleures solutions. Par exemple, dans le film que vous venez de voir, les gros axes, on les avait, quoi. Je dis, je sais pas, les plans du train que vous avez vus, étant donné qu'ils sont tous des trucages, hein, les extérieurs se fait sur fond vert. Oui, c'était une galère parce que c'était dans un musée. Il y avait un wagon à droite, un wagon à gauche. On ne pouvait pas mettre les fonds verts. Il faisait 50 degrés, il faisait une chaleur absolument terrifiante. Les comédiens avec des chapeaux, et après 2 secondes, ils s'évanouissaient. Et là, bon, ben, tout ça, ça modifie le découpage aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc, il faut être prêt à ne pas trahir le film dans des cas, et être disponible et mettre en place des solutions de rechange.
Très souvent, le découpage, il y a des solutions. T'as beau à penser des plans très compliqués avec des grues, 25 mètres de rails, hyper compliqués, et puis tu arrives, les comédiens, il s'est engueulé avec sa femme, il est furieux. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Alors, ton découpage que tu as prévu, au revoir, merci, mieux vaut tourner autre chose, faire 3 plans fixes aujourd'hui. Voilà, je dis. Donc il n'y a pas de loi, il n'y a pas de. C'est rare, comment dire. Avec Eric Romer, enfin je ne sais pas, je dis, oui, non, mais là il faut passer tous les réalisateurs avec lesquels j'ai travaillé. Et c'est une expérience pour chacun. Manuel d'Oliveira, elle avait des plans dans la tête, alors lui, ça ne bougeait pas un millimètre. Bah, je dis d'accord, très bien. Et ça se passait très bien, quoi, je dis. Puis je savais très bien, il se méfiait beaucoup, le premier film que j'ai fait avec lui. Et alors il vérifiait tout de suite à la caméra si le cadre, si n'avait pas bougé le cadre. Je vous jure que je n'ai pas bougé. Voilà, il y a d'autres metteurs en scène qui ne regardent même pas le cadre. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de loi. Une autre question? Ben, ici. Je me permets quand même de signaler qu'il s'agit de Claude Champion, un des réalisateurs de 4 d'entre elles dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Oui, ben oui. Ça marche? Oui. Ça marche. Toi, tu as parlé beaucoup de dialogue, mais tu as aussi dit que le scénario, c'était, enfin, comme ça, dans le cinéma en général, c'était vraiment fondamental. Enfin, j'ai compris ça, c'est-à-dire que tout démarre de là. Mais moi, ce qui m'intéresse, tu dis, il n'y a pas de règles, c'est certain qu'il n'y a pas de règles, mais toi, tu dois bien en avoir, ou tout au moins, tu as un certain nombre de cadres. Et ce qui m'intrigue et m'intéresse, c'est que, vu la complexité de ce qui arrive dans la fabrication d'un film, à quel moment, au pluriel, c'est déterminant pour toi de te fixer une esthétique, te dire ce type de couleur ou de lumière, c'est ça qui m'intéresse pour ce film-là. Et puis, quels peuvent être les cadres? Alors, je sais bien que tu vas dialoguer avec réalisateurs, tout un paquet de gens, mais en toi, je veux dire, quand tu reçois ce scénario puis que tu le lis, est-ce que ça fonctionne déjà avec des images, avec des couleurs, etc. quoi? Oui, non, mais je vois très bien ce qu'il y a derrière tout ça. Excuse-moi, mais je pense que ça dépend vraiment beaucoup des rapports que tu as avec les gens. Alors là, dans ces cas-là, excuse-moi, je fais des exemples. C'est vrai que dès que tu te retrouves en face d'Alain René, moi, la première fois, tu vois, que tu te trouves devant un monsieur, grand monsieur qui fait plutôt peur quand tu parles avec lui, qui parle en français absolument parfait, qui commence une phrase et la termine, même si y a une bombe atomique derrière, il se retourne. Enfin, tu vois, je dis, un trip. Je dis, mais moi, je n'irai jamais m'entendre avec lui, je ne pourrais jamais, tu vois. Je dis, bon. Alors, il m'explique un peu le film qu'il veut faire et tout. Je dis, oui, d'accord, bon, d'accord, très bien et tout. Alors, oui, c'est comme si on est en extérieur. Alors, tu dis, ah, d'accord, très bien. Alors, tu fais vite un calcul. Enfin, tu penses un peu, lumière extérieure, c'est quoi? C'est un ciel, le soleil, des fois il y a le soleil, des fois il n'y a pas de soleil. Enfin, tu fais un catalogue de lumière atmosphérique que le bon Dieu il nous envoie, tu vois. Tu en parles avec lui, et dit, ah oui, non, ça va être pas mal et tout. Mais puis, comme ça, au fur et à mesure que tu rentres dans la relation, tu dis, mais cette scène-là, si on la tourne au coucher de soleil, est-ce que ce serait pas mieux? Ah, ça, il faut demander à l'auteur, il me disait. L'auteur, donc Alan Eckburn. Mais je dis, comment il faut demander à l'auteur? Mais non, moi je préfère, oui, peut-être c'est une bonne idée, mais il faut demander à l'auteur. Je dis, oui, d'accord, très bien. 15 jours après, je le vois, bon, ben l'auteur, il est parfaitement d'accord, il trouve que c'est même bien, très bien. Je dis, ah bon, d'accord, très bien. Bref, là, si tu veux, on a trouvé toutes des définitions de ce que le bon Dieu il peut nous envoyer du ciel, mais en studio. Bon, donc là, c'est un problème de trouver des équilibres de lumière, c'est tout. Après, découpage. Alors, découpage, on a fait bon, là, je sépare, j'aime pas trop séparer la photo et le découpage. Mais bon, disons, grosso modo, on avait trouvé ça comme dialogue. Après, on répète.
Alors j'ai été voir dans une salle de répétition, il faisait répétition avec les deux comédiens, j'ai vu un peu comme il bouge les comédiens, j'ai vu lui comme il parle avec les comédiens et tout. Il me faisait de plus en plus peur. On répète en studio, on a quand même répété sur Smoking no Smoking, on a fait je crois au moins 3 semaines de répétition, toujours avec les deux comédiens. Alors je voyais comme ils se déplaçaient les comédiens, lui prenait des positions. J'ai dit tiens c'est bizarre là. Ouais. Alors je demande à la script Sylvette Bordeaux qui a fait tous ces films, je dis Sylvette, est-ce que vous pensez que c'est des positions de caméra? Elle m'a dit je crois fort, oui, je crois que c'est des positions de caméra. Ah bon? C'est bizarre parce que là on avait une découverte absolument formidable et les positions telles qu'Aurélie voyait, on terminé la scène contre un mur un peu tristouné. Je dis mais tiens c'est bizarre, ça serait quand même mieux de terminer ici. Sauf qu'il aurait fallu mettre dès le départ, en sautant l'axe, enfin, je sais pas, là je rentre peut-être en sautant les axes, de se mettre dans tout à fait une autre position de caméra. Dès le départ, il y avait au moins 15 plans, il fallait se mettre au contraire. Tu vois, j'ai dit, attends, moi j'ai expliqué à Alain René de se mettre au contraire, tu vois, je dis, j'en parle un peu avec Sylvette, il me dit, oh, non, on peut lui dire ça. Je dis, moi je ne dirai jamais, je rigolais, non, sinon, hein. À un certain moment, j'ai pris le courage, j'ai dit, écoutez, excusez-moi, si on fait le contraire, si on se met de l'autre côté de l'axe, j'étais terrorisé, tu vois, je dis, ok, répétons encore avec les comédiens, et hop, il prend les positions comme j'avais dit. J'étais là, et puis hop, on termine avec le plan qui m'intéresse, enfin, que je trouvais intéressant. Et je regarde un peu, tu vois, je ne savais pas quoi dire, tu vois, j'étais là un peu comme ça. Il vient vers moi et me dit, ouais, effectivement, c'est intéressant, je pense que c'est mieux ça. Ouf, je dis, ah bon, d'accord, très bien. Et finalement, petit à petit, j'ai découvert une personne qui était beaucoup plus ouvert, lui, que beaucoup de gens qui connaissent 10 fois moins le découpage, parce que n'oubliez pas que c'était un monteur, hein, donc il savait de quoi il parlait, quoi. Bref, là j'ai eu un contact avec lui, et donc j'ai presque envie de dire que toutes ces solutions, ils sont venues comme ça. J'ai presque envie de dire toute seule, parce que j'ai fait, dans Connaît la chanson, par exemple, j'ai fait des lectures de scénarios avec lui. J'ai passé des... Je rentre pas trop dans une anecdote. Mais vas-y, ça va très bien. Non, mais c'est très long, parce que je peux parler pendant des heures. Et j'ai passé des après-midi avec lui, tous les deux, lire le scénario. Mais ce n'était pas du tout... on n'a pratiquement jamais affronté directement les problèmes de photographie ou de découpage. C'était simplement pour comprendre un peu ce qu'il y avait dans sa tête, pourquoi il avait fait des films comme ça, puis on partait discuter des bandes dessinées qu'il adorait, enfin, il a une collection de bandes dessinées quand même très importante, et on parlait pendant des heures. Mais y compris, mais comment ça se fait que lui dit ça dans le dialogue? Ah oui, mais alors là, vous comprenez, là, on partait de nouveau. Il parlait très facilement, lui. Hein. Bref, voilà. Et on arrivait à la photographie, ça s'imposait, c'est-à-dire que c'était même pas, honnêtement, je ne peux pas dire que c'était une réflexion tout seul dans mon coin, et j'ai presque envie de dire que c'était grâce à ce dialogue que les choses ont été faites. Et j'ai toujours un peu travaillé comme ça, je dis avec Amos Gitaï, là aussi je peux parler pendant des heures, les options qu'on a prises, c'était jamais la photographie, c'était d'abord le film, l'histoire et les histoires, parce qu'en Israël c'est pas simple, comme tu peux imaginer, tu vois, je dis, mais c'est vrai aussi que, anecdote, la première fois que j'étais donc sur le film, comment il s'appelle le film? Kippour, Kadosh? Non, bien avant. Ça y est, l'Alzheimer. Devarim. Devarim, bravo. Devarim. Merci, monsieur. Devarim. Donc là, j'arrive à Tel Aviv. Il me dit, mais c'est la première fois que tu es en Israël? Je dis oui. Alors attends, avant de parler de cinéma, hop, tu es avec moi, je te montre le mur de lamentation et tu vas voir. Hop, il m'a montré deux ou trois choses à Jérusalem, mais c'est une façon de rentrer dans le film et je te garantis que
que c'est pas l'inspiration, tu vois, je dis, c'est des choses qui sont venues petit à petit, et honnêtement, non. C'est-à-dire que si je ne parlerai jamais comme Storaro, que c'est une personne que j'estime. Donc Storaro, vous connaissez, enfin, tu vois qui c'est. Il m'a envoyé un mail, j'ai de bons rapports avec lui, il m'a envoyé un mail sur un film que j'avais fait, d'éloges absolument terrifiants. Enfin bref. Mais lui, il tient des discours sur le cinéma. Non, justement, il tient des discours où il ne parle pas de cinéma, il parle de photographie. Il parle de cadrage et tout, mais il n'hésite pas à dire, moi je suis passé à travers ma période orange et puis ma période bleue. Il ne parle pas une seconde des films. Les films, ils n'existent pas. Évidemment, ça c'est le contraire total de ta question, tu vois. Mais il y a des fois que comment dire, si les choses, ils arrivent à la surface sans... Tu vois, il y a une logique qui se met en place. Bon, mais c'est vrai que c'est un travail de préparation, de dialogue, de possibilités, de temps, voilà. Quand on a tourné Voir les enfants, par exemple, c'était pas évident. Je dis, il y a quand même une sacrée expérience, Louis, à ce moment-là. Et on en parlait. J'étais fasciné par le fait qu'il a filmé des poissons et quelques temps après, il fait un film tiré de Dreux-La Rochelle. Tu te dis, attends, explique-moi un peu la mécanique de tout ça. Mais lui, il parlait très facilement. Bref, à fur et à mesure qu'on avançait, tu vois, je voyais les décors et tout. Je disais, oh là là, on va tourner avec des HMI. Tu vois ce que c'est, des HMI et tout. Oh là là, ça va être une galère, les couleurs, ils partent dans tous les sens et tout. Il faudrait des solutions beaucoup plus simples. Les enfants, ah oui, les enfants, évidemment, il ne faut pas trop les emmerder avec en balançant des gros projecteurs. Bref, donc voilà, quoi. Et tout à coup, on a décidé enfin, j'ai décidé, alors là, c'est une décision à moi, de tourner qu'avec des tungstènes. Voilà. Tu tournes qu'avec des tungstènes, tu vas mettre des gélatines, les gélatines font du bruit, tu parles avec l'ingénieur du son, je dis, oh là là, tu risques d'avoir des problèmes, alors, bref, tous ces problèmes, tu les règles. Mais voilà, mais c'était pas que j'étais là sur ma chaise en train de penser les lumières, surtout des discours que je déteste, c'est le rapport à la peinture. Ça, je ne peux pas les entendre, ces trucs. Cinéma, c'est pas ça. Tu vois, je dis, et j'y crois pas une seconde, en tout cas. Voilà, quoi. Ce qui peut, des fois, ça peut être une référence, tu vois, mais je te dis que alors, le rouge de ce fauteuil, là aussi, ça peut être une référence, parce que avec les mots, tu peux pas décrire une couleur, tu vois. Donc, je dis, oui, ça aussi, enfin, n'importe quoi, même une couleur enfin, n'importe quel type de couleur tu rencontres, il peut être une référence, tu vois. Moi, si je te montre, en certains moments, j'avais dit à Alain René, non, mais dites-moi si vous avez des choses qui vous intriguent, de photos qui vous intéressent et tout. Je l'ai encore. Il m'a amené une photo de la reine Elisabeth, habillée en rose, tu vois. Un truc, si tu la vois, tu dis, non, mais attends, tu n'y crois pas. Il dit, ah oui, mais non, mais pour moi, c'est une référence. Il me disait, je dis, oui, d'accord, très bien, mais si on fait tout le film comme ça, je ne suis pas sûr que ça marcherait bien. Mais enfin, bref, voilà, quoi. Mais ça, ça m'a mis... enfin, ça a créé un rapport avec lui tel que les choses se sont venues très facilement. Voilà, quoi, je dis... en général, les réalisateurs qui te demandent, qui disent je sais exactement ce que je veux, c'est les plus mauvais. Voilà. Par contre, les réalisateurs qui disent oui, je sais ce que je cherche et puis ce que je veux et qu'est-ce que je suis en train de négocier avec les comédiens, là, ça commence à devenir intéressant. Et voilà, la photo, c'est presque envie de dire que c'est un peu la même chose. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Bon, j'ai fait des sauts périlleux, tu vois. Il y avait une question tout là-haut. Bonjour, je suis aussi étudiant en cinéma à l'ECAL, en option image. Attention, hein.
Et j'ai une question qui concerne les pénombres, les séquences de pénombre, parce que dans le film, il y en a quelques-unes, et j'ai en tête des films dont vous avez signé l'image de Philippe Garrel, où il y a vraiment des pénombres, où on sent pas trop l'orientation de la lumière, mais on voit quand même, il y a quand même une visibilité, on voit bien les traits des acteurs, des comédiens. Et c'est quelque chose que j'ai essayé de faire cette année, mais j'ai pas très bien réussi. Et je voulais savoir si vous aviez des choses à dire là-dessus, des séquences de pénombre en intérieur. Voilà, une fois de plus, les étudiants qui recherchent des formules. Ben oui, mais non, mais je connais la vie des étudiants. Malheureusement, c'est ce qu'on demande aussi aux étudiants. Vous n'êtes pas les seuls responsables. Alors, non, je ne sais pas si vous avez vu Kadosh, le film d'Amos Gitaï. Je ne sais pas s'il était programmé. Enfin, on a fait une rétrospective de Gitaï, donc on l'a passé, mais bien sûr, mais oui, enfin. Bon, à Kadosh, en début, Oui. je ne sais pas si tu te souviens le premier plan du film, quand il se lève, qu'il s'habille, qu'il fait sa prière et tout ça. Bon, c'est un plan qui dure, très très long plan, qu'on n'a même pas répété bien. Hein, je dis, avec travelling et tout. Mais ça, avec Amos, souvent, on a fait comme ça. Le plan, c'est dans la pénombre, on va à peine, mais on va juste ce qu'il faut voir, quoi. Je dis, on a dessiné elle et lui, je savais les positions, et puis faites ce que vous voulez. Donc, il y a quelques temps après, un réalisateur qui m'appelle, j'ai dit, écoute, moi j'ai vu ce plan de Kadosh, je trouve ça formidable, c'est pas éclairé et tout. Puis j'ai dit, pardon? Il m'a dit, c'est pas éclairé. Mais je dis, mais pourquoi tu dis que c'est pas éclairé? Mais non, on voit très bien que tu n'as pas mis la lumière. Il y en avait une quantité gigantesque de lumière. Comment répondre à la question que tu me poses? Tu vois, je dis, une fois de plus, c'est tellement... pour répondre à cette question, il faut savoir de quoi on parle. Il faut savoir de quoi on parle, de plans précis, je peux te dire à peu près. Mais en général, la pénombre, ouais, bah oui. Voilà, il parlait précisément du film de Garrel. Hein. Il parlait du Garrel, là. Oui, non, bien sûr. Bon, le film de Garrel, lequel film J'ai plus le titre en tête, mais c'est un plan sur Esther Garrel, je crois, où elle est allongée dans un lit. C'est la séquence où elle va se sauter par la fenêtre. C'est le plan juste avant qu'elle saute par la fenêtre. J'ai pas compris. Le plan avant qu'il saute par la fenêtre. Qu'elle saute par la fenêtre. Qu'elle saute par la fenêtre, pardon. Moi, je ne vois pas très bien de quoi tu parles. Mais... Très bien. On y revient. Écoutez, si jamais vous y reviendrez après, mais moi j'ai juste peut-être un petit prolongement par rapport à ça, parce que dans le film qu'on a présenté ici de Paul Lacoste, tu es en étalonnage de Messidor. Ah oui. Hein, donc à Genève, à Color Grade, et il y a une séquence où il y a les deux personnages qui sont là, et où tu es surpris au fond de retrouver autant de matière dans l'image que vous êtes en train d'étalonner, puisque le film a été numérisé, etc., et vous êtes en train de travailler sur cet élément-là, et tout d'un coup tu es étonné de trouver autant de matière. Et là on est typiquement dans une situation où là, il n'y a pas de lumière, je m'excuse, mais il n'y a pas de lumière, il n'y a pas l'air d'y en avoir beaucoup, en tout cas. Il y en a un petit peu, je dis, non, je me souviens bien, il y en a un petit peu. Non, là, c'est simplement que tout à coup, j'étais surpris, parce que c'est vrai que les positifs de l'époque, ils ne te donnaient pas la même qualité que tu retrouves sur un numérique. C'est-à-dire que quand on tirait des films, des positifs, tu ne trouvais pas toutes les possibilités que le négatif il t'offrait, pour toute une série de raisons techniques, quoi, de contraste, etc. Et donc, je retrouvais des choses que sur les positifs, je ne voyais pas. Mais ça arrive souvent, hein, quand on ressort des films, qu'on voit des choses qu'on n'a jamais vues. Ça m'est arrivé Alain René, sur le film Hiroshima, mon amour, que j'avais fait, la restauration, et j'ai découvert... oui, enfin bref, non, c'est un discours qui est très long. J'ai découvert des choses, en tout cas, qu'on ne voyait pas sur les positifs. Voilà. Donc, oui, la pénombre. Moi, honnêtement, oui, je ne sais pas. C'est pas par paresse ni parce que j'ai des secrets, mais oui, la pénombre, en termes techniques, tu dois décider où tu poses ta pellicule, et puis voilà, quoi. Je dis, c'est pas très compliqué, hein, je dis,
Mais sinon, le cas spécifique, pourquoi on est arrivé à tel et tel résultat. Alors là, il faut parler du film. Et alors, en parlant du film, on peut arriver à la photo. Mais par là, que de la photo comme ça, je suis un peu embarrassé. Enfin, je ne sais pas très bien quoi dire. Techniquement, peut-être, mais oui, bon, mais ce n'est pas très intéressant. Est-ce qu'il y a une dernière question? Les gens J'ai répondu à ta question. Non, mais tu veux une autre alors, parce que d'autres autres alors. La continuation. La dernière. Alors la dernière. Attends le micro parce que les gens t'entendent pas. Attends le micro. C'est aussi pour la vidéo, parce que dans la mémoire. Tu parles des étudiants et des écoles et comme ça des recettes qui peuvent être cherchées. Mais toi, tu as fait une école, tu as fait le Centro Sperimentale à Rome. Et c'était comment? Je veux dire, tu penses que les écoles sont différentes de l'époque? Non, mais c'est pas faire tout un grand topo, mais quand même, je veux dire, dans une école, tu es là pour apprendre des trucs. Alors, attends, je comprends. C'est-à-dire que c'est vrai que quand moi j'ai fait l'école à Rome, le cinéma est tourné avec des moyens techniques qu'aujourd'hui, ils n'existent plus. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'on avait des problèmes techniques très importants à résoudre à l'époque. Chose qu'aujourd'hui, tu vois, je dis, tu prends un iPhone, tu as des images qui sont déjà, entre guillemets, bonnes. Tu vois. Maintenant, est-ce que c'est du cinéma ou pas? On commence une discussion qui est très longue. Je ne crois pas qu'on peut l'avoir ici maintenant. Voilà. C'est la raison pour laquelle moi, je défends plutôt le numérique, mais pas par paresse, parce que c'est simple. Je défends le numérique parce que c'est un autre support. Et grâce au numérique, tu peux faire des choses qu'en pellicule, tu ne pourrais pas faire. Et je trouve une tristesse absolument délirante, le fait qu'on ne peut plus tourner en pellicule parce qu'on n'a plus le choix. Je dis aujourd'hui, oui, on peut tourner la Film de Garrel, on a tourné en pellicule, mais enfin, bref, c'est ce que j'ai déjà dit, on n'a plus d'interlocuteur, on ne sait plus à qui on parle, c'est fini ça. Tu vois, des fois j'ai un peu l'impression qu'on parle de pellicule, c'est comme les machines à vapeur, tu vois, dans le chemin de fer. Oui, c'est formidable, machine à vapeur, c'est génial, je dis, la mécanique et tout, oui, d'accord, très bien, mais tu vois, voilà, ça s'arrête là. Et ça, je suis même par rapport aux cinémathèques. J'ai participé à un grand débat à Bologne sur le numérique, où il y avait des gens de Kodak et tout, qui racontaient des âneries absolument terrifiantes, en défendant la pellicule à outrance. Puis j'ai dit, attendez, si c'est des antères que moi je connais, je leur disais enfin, j'ai cité un Nanterre, le mec il m'a regardé comme si je parlais de cocaïne. Il ne savait pas de quoi je parlais. Tu vois, je dis, c'était des pellicules, des Nanterres qui étaient vraiment épouvantables, quoi, que Kodak avait fait. Je dis, donc ne me dites pas que la pellicule c'est mieux que le numérique. J'y crois pas une seconde. Moi, je ne suis pas en train de dire non plus que le numérique est mieux que la pellicule, mais je dis, mais les deux choses, ils sont intéressantes, excusez-moi. Ah, voilà. Non, mais je renoue avec l'histoire de l'école et de l'apprentissage, oui, ces choses-là. Non, c'est pour... toi, tu dis, à ce moment-là, quand tu as appris ce métier, les problèmes techniques étaient gigantesques. Mais ce que tu viens de nous dire depuis une heure, c'est qu'au fond, c'est pas que tu n'en as rien à faire de la technique, mais c'est pas là qu'est la question. La question, elle est dans le dialogue et dans la compréhension du film. Donc au fond, toi, ce qui t'intéresse, c'est de fabriquer un film. C'est pas de faire nécessairement une image ou que des cadres, ou c'est ça. Et ce que je souhaitais un peu entendre, enfin ou comprendre, c'est comment c'était quand tu as commencé. Est-ce que ces préoccupations à Rome, elles existaient déjà? Je me souviens que à l'époque, on parlait de l'IDEC comme un endroit très intellectuel. Il me semble que le Centro, c'était pas du tout la même chose. Et je me pose la question si cette école-là de départ, elle a eu une importance sur une façon de voir le cinéma et d'avancer comme tu as avancé toi. Mais
Tu réponds pas. Hein, Oui, non, mais je ne vois pas très bien qu'est-ce que je peux ajouter à ce que j'ai déjà dit. Oui. Il y a une chose que peut-être j'ai appris pendant les années, que la technique en soi, elle n'a pas un grand intérêt, mais ce n'est pas une raison pour ne pas la connaître. Tu vois, je dis, voilà. Il faut connaître un minimum de technique, mais après, s'en débarrasser. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on tourne avec ces caméras numériques, qu'ils ont une technique qui est totalement, excuse-moi, enfin en grande partie imbécile, parce que c'est des outils qui sont fabriqués par des gens qui sont dans des bureaux et qui ne savent pas à quoi ça sert. Ils n'ont jamais mis les pieds sur un plateau et tout. Donc la technique, elle devient vraiment absurde. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je me sens impuissant. Voilà, j'ai tourné dernièrement, comme ce film-ci, avec une caméra, j'ai fait des essais de différentes caméras. J'ai dit, voilà, pour faire ce film-là, tac, c'est cette caméra-là. Oui, d'accord, très bien, voilà, c'est tout. Et les essais sont d'une simplicité bête. Je dis, c'est très simple, ce sont des essais. Et voilà. Honnêtement, je pense que je ne suis pas un aigle en technique, tu vois ce que je veux dire. Je ne suis pas... mais il faut avoir un bon rapport avec la technique. Ça, oui, ça, il faut. Si on n'a pas, si on a des complexes avec la technique, oui, tu te bloques. Mais ça, ce n'est pas des problèmes techniques, c'est des problèmes dans la tête. Voilà, je ne sais pas quoi te dire de plus, tu vois, je dis... sinon que la technique, elle est vraiment aujourd'hui, tiens, tu as vu ce qu'on peut faire avec un iPhone? Je dis, après, il y a des gens qui te tirent la tête comme ça, tu auras les objectifs, et ils te font des essais pendant des mois de tous les objectifs sur la Terre. Mais attends, je dis, quand tu vois l'iPhone fait tel qu'il est, tu as des... Techniquement, je dis, attends, oublie, je défie n'importe qui aujourd'hui en numérique qui savent avec quelle série d'objectifs j'ai tourné tel et tel film. Si c'est des Zeiss, des Cooke, enfin tu vois de quoi je parle. Tu vois, je défie n'importe qui. Mais il y a des revues techniques entières qui parlent des objectifs. Oui, d'accord. Pas mon truc. Je vous propose qu'on continue éventuellement la conversation les yeux dans les yeux ou autour d'un verre, le cas échéant. Oui, voilà. Enfin, après, si vous voulez vous cogner, ça c'est aussi possible. Hein, j'entends si jamais il y a des accords. Je rappelle, alors je fais la promotion. Je rappelle que la rétrospective a lieu. Ah oui, si, quand même. T'en vas pas. Il a écrit un livre. Ça arrive. Non, j'ai pas écrit. Non, c'est Jean-Marie Chariot qui l'a écrit avec lui, mais où justement tu racontes un peu ton travail avec plein de cinéastes, dont beaucoup que tu as cités ici tout à l'heure, et d'autres que tu n'as pas cités, mais enfin, on t'écouterait encore, je pense, des heures. Donc, tu te rappelles que tu es aussi chez toi à la Cinémathèque, donc on se réjouit de te retrouver pour d'autres films, d'autres rencontres, et puis que si tu es par là, puis que tu veux présenter encore quelques-uns des films de la rétrospective qui sont là, on t'accueille avec plaisir. Oui, qu'est-ce qu'il y a ces prochains jours? Alors ça, je demande à Kika de mémoire, on sait plus parce qu'on a programmé ça il y a déjà plusieurs semaines, ça viendra. Il y a encore beaucoup. Donc Kadosh, ben tiens, voilà, ce sera l'occasion. Ah, mais Kadosh, c'est un film intéressant, tiens. Là, non, mais ça, c'est un film. Ah oui, demain, le film de Mario Martone à Genève. T'es censé le présenter à Genève, hein, il paraît. Oui, ce film-là. Oui, ce film-là, oui. Oui, non, mais aussi Il Buco, un film très intéressant. Et Il Buco de Fra Martino, dont on n'a pas parlé, mais c'est vrai que là, les gens qui ne l'ont pas vu pourraient avoir de la peine, mais bon, il y aurait plein de choses encore à discuter, oui. Mais bon, donc tu reviens, on va reprendre la discussion, donc on fera Renato Berta 2, le retour, avec tous les films qu'il a tournés, il y a de quoi faire une double programmation, et je pense qu'on peut quand même le remercier de nous avoir accompagnés ce soir. Voilà. Un grande grazie Renato. Prego.